Vieux man! On est parti! Alors j'ai vu le film, mais j'ai pas vu les 20 dernières minutes. Voilà, tant pis. Par contre, je me suis renseigné un peu, bon bref, on va en parler, bien sûr. Vieux man! Non mais c'est bien, c'est pour vous calmer là. C'est comme chez le psy. Avant d'entrer en séance, il y a toujours un peu de musique. Bon après c'est les psys qui coûtent cher là. Des fois ils vous mettent des trucs... de la musique un peu comme ça là. Là on va rentrer en séance de psy. Bon, je vais peut-être rien comprendre à la vidéo, comme une vidéo sur deux quand il fait des fins du film là. Mais on va essayer bien sûr. Mi sembrava di avere le idee così chiare. Oh putain, faut que je remonte ma caméra là. Parce que ça va être en italien là. Italien de Golemont là. Par contre, moi je l'ai regardé en français. Hein. Ça m'a saoulé. Hein. J'avais pas envie de me faire chier avec l'italien. Parce que j'étais en train de faire un truc à côté. Volevo fare un film onesto, senza bugie di nessun genere. Même si l'italien c'est quand même beau. Hein. Moi, un jour j'ai envie de date un italien. J'ai envie qu'il me parle comme ça. Il me dit bellissima, muffetto, si, j'ai envie il parle avec ses mains. Mi pareva di avere qualcosa di così semplice da dire. Ma va all'inferno! Tu vas date un Tunisien sans t'en rendre compte. Un film che potesse Oui, c'est vrai, vu que j'y connais rien. Mais... essere utile un po' a tutti, che aiutasse Wesh! C'est quoi ça? semplice da dire. Ma va all'inferno! Un film che potesse essere utile un po' a tutti, Des vieux man qui tient sa tête. che aiutasse Ah ouais, maintenant il y a des intros en mode mise en scène là. sempre tutto. Gros son, frère. Vicino alla porta, stato pronto. Nous sommes en 1913. Carl Gustav Jung rompt avec l'enseignement de Sigmund Freud. Ah bah oui, du coup, moi je savais que ça allait parler de Jung. Donc j'ai un peu travaillé Jung. Alors, c'est pas un auteur que j'ai lu. Donc corrigez-moi, hein, les Jean-Michel Jung. Je vais essayer de peut-être dire des trucs un peu là-dessus, quoi. Mais je pense que Vieuxman va m'en apprendre plus que... Voilà. Mais oui, tout ce que j'ai compris, c'est que Jung, il a des grosses daddy issues. Et Freud, globalement, il l'a pris un peu pour son daron. Et il a été un peu frustré après. Peu de temps Parce qu'en fait, Freud, il faisait ses trucs. Et du coup, ils ont fait un peu leurs trucs de leur côté. Voilà, quoi. avant, le père de la psychanalyse s'inquiétait de l'intérêt de son disciple bien-aimé, âgé de 38 ans, pour les phénomènes occultes. Ne restez pas là-bas, dans les luxuriantes colonies tropicales, lui Oh là là, mais je sais pas où mettre ma caméra, moi. Je la mets où, là? Je la mets genre là. Et du coup, il y a les textes aussi, là. Ouais, vas-y, on va essayer de la mettre là pour une fois. écrivait Freud, il faut régner à la maison. Cette rupture entraîne chez Jung une crise qui va durer 3 ans. Pendant 3 ans, il ne peut plus lire un seul livre et consacre entre 2 et 3 heures par jour à des jeux d'enfants avec des bâtons, des pierres, des détritus. Pendant ce temps, il converse intérieurement avec un être invisible. Non, mais si vous connaissez pas qui est Jung, Jung, c'est un héritier de la psychanalyse qui l'a fait évoluer vers quelque chose de différent qui est un peu la psychologie de l'école de Francfort. Très inspiré par Freud, mais pas que. Et qui a globalement... Sans Freud, il ne serait rien, mais il a été plus loin que Freud, notamment parce que il a fait moins une fixette que Freud sur la sexualité. Moi, c'est un peu mon avis de Golemont, c'est ça, quoi. C'est le résumé, c'est un peu ça, quoi. C'est que là où Freud est resté matrixé sur la question de l'hystérie et compagnie, Jung a beaucoup plus exploré ce qu'il appelle la psychologie des profondeurs, psychologie de l'inconscient. C'est ça, hein, le concept d'inconscient, et le prolongement de cette étude de l'inconscient, c'est la psychologie des profondeurs jungiennes. Voilà, très intéressant. Et puis, bref, on va voir ce que ça raconte. À la tonalité un peu gnostique, qu'il appelle Philémon. Par rapport à Lacan, ça se met où? Bah justement, Lacan, j'ai un feeling où c'est un type qui m'intéresse beaucoup moins, en fait. Jung m'intéresse, parce qu'il a un côté mystique. Et du coup, tous les penseurs un peu mystiques qui se perdent et qui touchent un peu à tout, généralement, ils m'intéressent. Hein. C'est aussi pour ça que j'aime bien Vieuxman. Hein, il y a un feeling que j'aime bien avec lui. C'est aussi un touche-à-tout, un peu. Ça veut dire quoi, mystique? Ça veut dire que... Bonne question, c'est un peu mystique d'expliquer ce qu'est le mystique. Globalement, c'est quand tu te laisses planer, quoi. Métaphysiquement. Ouais, voilà, c'est ça. Tu crées des concepts un peu métaphysiques. En fait,
chez nous, moi j'ai presque envie de dire que chez nous en France, la mystique, ça paraît être un truc vraiment bizarre. Mais c'est parce qu'on est français. Nous sommes la terre des lumières, mes couilles. La raison, les lumières, le rationalisme. Et ce qui peut être beaucoup reproché aussi par des Allemands, notamment Jung, c'est que les Français sont trop rationalistes. Nous sommes quand même vachement rationalistes en fait. On s'en rend pas compte tous les jours, mais on a une philosophie très rationaliste en général chez nous. Ils recueillent leurs dialogues dans le livre rouge, un in-folio relié en cuir rouge, avec des rêves calligraphiés et illustrés, qui ne sera publié que de manière posthume en 2009. Mystique, il y a vraiment une notion divine? Non, je suis pas d'accord. Presque 50 ans après sa mort. La crise que vit Carl Gustav Jung atteint son acmé en été 1916. Ah non, mythique, il y a une... Non, mythique, c'est pas divin, mythique. Un mythe, c'est une histoire qu'on se raconte et qui vient de très très loin depuis la nuit des temps et qui a toujours quelque chose de propre à l'universel. C'est comme ça que je décrirais un mythe. C'est un peu ça. Quand on est face à un mythe, c'est qu'on est face à une histoire qui nous touche, qui a une part d'universalité et en même temps, on sent que c'est une vieille histoire qui date d'il y a très longtemps et qu'elle se transmet et qu'elle a plusieurs versions, qu'elle est déformée et compagnie. C'est ça un mythe en fait. Et ce qui est mythique, c'est ce qui nous donne cette sensation. Nuit, ses filles sont réveillées par l'impression que des fantômes traversent la maison. Le lendemain, à 5 heures, c'est la sonnette de la porte d'entrée qui se met soudain à tinter toute seule. On se croirait dans un film d'horreur. La maison entière était comme emplie par une foule, se souviendra Jung. Elle était comme pleine d'esprit. Naturellement, une question me brûlait les lèvres. Au nom du ciel, qu'est-ce que cela? Alors, il y eut comme une réponse en chœur. Nous nous en revenons de Jérusalem, où nous n'avons pas trouvé ce que nous cherchions. Les morts sont perdus. Et oui, apparemment, Jung, il a eu toute une période où, d'un coup, il s'est mis à flipper d'avoir des fantômes chez lui. Il s'est mis je sais pas, à se remettre un peu dans les trucs de chrétiens et compagnie pour essayer d'y comprendre quelque chose. Et moi, je connais pas du tout cette période-là, mais ça a l'air intéressant, quoi. Il a l'air intéressant, vraiment, Jung, il a l'air intéressant. Hein. Il a l'air des fois, il plane. Et moi, j'aime bien, en fait. Quand t'es face à un mec qui réfléchit et que d'un coup il se met à planer, c'est toujours intéressant en fait. Ce n'est pas surprenant. Ils étaient chrétiens, ils sont arrivés dans l'au-delà sans une préparation adéquate. Pour les calmer, Jung s'installe à son bureau et rédige un étrange texte, les 7 sermons aux morts. Il y a un bail d'archétypes chez Jung. Les archétypes, de ce que j'ai compris chez Jung, c'est en fait dans les profondeurs, c'est-à-dire dans l'inconscient. Il n'y a pas que, du point de vue constructiviste, des choses que nous assimilons au cours de notre vie, mais il y a aussi une dimension d'inné, les pulsions et tout ça. Et en fait, c'est à une époque où on n'a pas encore un recul sur la génétique et l'épigénétique, et donc il fait un peu un all-in, il fait un peu un pari. Jung, il est en mode, peut-être que dans l'inconscient, il y a des choses dont on hérite, en fait, de nos parents. Il y a des imaginaires et il y a des choses. Et d'ailleurs, c'est un des trucs qu'il fait sur une théorie qui, moi, certes, me plaît pas beaucoup, mais qui, je trouve, rigolote parce que ça justifie le fait qu'il y ait une épidémie de femboys et de mecs trans. C'est le concept d'animus et d'anima, qui est que tout homme a une femme en lui et que quand il cherche une femme qui est un modèle de femme qu'il a en lui. Et en soi, il se cherche lui en tant que femme, et inversement pour les hommes, inversement pour les femmes, bref. Anima, animus, bon, c'est un concept... Jung, en fait, il est intéressant, mais il est toujours un peu à cette frontière de matrixage psychanalytique. J'avoue que quand t'as la théorie queer entre les mains, bon, t'as pas trop envie d'entendre ça. Mais ça reste tranquille, en fait. C'est pas hyper patriarcal et compagnie. Justement, c'est peut-être un peu déconstruit. Pour l'époque, c'est en mode on a tous un peu des femmes en nous et des hommes en nous, donc si on a envie de se travestir, c'est peut-être parce qu'on veut se connecter à nous-mêmes, voilà quoi. Voilà. Jung valide les femboys, voilà, comprenez ça quoi. Dans celui-ci, prenant l'identité du gnostique Basilide, il explique aux morts que leur Dieu, le Dieu de la morale, de la faute et du jugement, n'est pas le Dieu unique. Il n'est même pas meilleur que le diable, juste un peu plus puissant. Il y a plusieurs autres divinités de même importance, comme la sexualité ou l'arbre de vie. Enfin, il y a une divinité qui leur est supérieure.
Ah, je suis désolé de couper vieux man, mais du coup, vu qu'on aborde un peu Jung, je vais remettre un peu ce qu'il dit. Il développe surtout le concept d'ombre pour parler de l'inconscient. Ouais, c'est pas un concept que j'ai cerné entièrement pour l'instant. Par contre, il y a vraiment un truc qui m'a marqué avec Jung. Genre, une chose qu'il a dit. Et c'est vrai que ça m'a donné des clés pour exister. Des fois, il y a ça. Des fois, en fait, vous sentez qu'une philosophie, une réflexion vous donne vraiment des clés pour exister. Et moi, une des clés qui personnelle, hein, qui m'aide beaucoup et dont je me rappelle quasiment, genre presque tous les jours, je peux m'en souvenir en fait de ce qu'il a dit, c'est que si tu n'amènes pas au monde, donc on est toujours un peu sur le concept d'inconscient finalement, hein, si tu n'amènes pas au monde une ambition, elle devient un fruit pourri. Et ça veut pas dire qu'on doit constamment amener au monde ce qui sommeille en nous, les désirs qui sommeillent en nous. Parfois, il faut apprendre à vivre avec la moisissure. Mais je pense qu'on finit quand même par se noyer dans la moisissure si on fait rien de sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça ça me plaît en fait, parce que c'est quelque chose qui développe autour du concept de puer aeternus, qui est l'homme-enfant en quelque sorte. Dans les sociétés occidentales, c'est-à-dire de plus en plus les humains qui mettent du temps à devenir matures en quelque sorte, et surtout à être suffisamment matures pour faire des choix dans leur vie et laisser s'exprimer leurs désirs, leurs ambitions, tenter des choses. Ils restent trop dans le carcan de leur sécurité et ils mettent du temps à s'affirmer dans la vie. Et ils parlent en fait des jeunes qui se suicident très tôt. Et il parle de ce truc-là et il dit waouh. Alors je sais plus si c'est lui qui dit ça ou si c'est sa disciple, hein, parce que ça c'est un concept qui travaille beaucoup avec sa disciple, je sais plus comment elle s'appelle, c'est une Allemande. Mais il dit c'est une dinguerie quand même, parce que des fois tu les vois sur le visage de ces jeunes qui se suicident très tôt, tu vois comme un sourire, comme s'ils avaient compris quelque chose, comme si d'un coup ils avaient capté un truc en fait. Est-ce qu'ils ont capté que c'était leur soulagement, ou est-ce qu'ils ont capté qu'ils ont fait une connerie, ou bref, je sais pas. Mais en tout cas c'est triste, ouais, la mort d'un jeune, c'est la mort de tous ses possibles, c'est ça aussi. C'est la mort de tous ces... Comment un jeune peut se donner la mort, en fait? Bon, moi, ayant fait une tentative de suicide quand j'avais 19 ans, bon. Voilà, quoi. C'est vrai que ça aurait été la mort de tous mes possibles. Donc, vraiment, hein, les gens, hein, essayez de réaliser vos ambitions. Hein, Je sais qu'on est dans un monde pas facile, mais... libérez-vous des fruits pourris qui risquent de germer en vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. N'est pas le Dieu unique. Il n'est même pas meilleur que le diable, juste un peu plus puissant. Il y a plusieurs autres divinités de même importance, comme la sexualité ou l'arbre de vie. Enfin, il y a une divinité qui leur est supérieure. C'est Abraxas, un dieu de mystère. Ok, c'est un dieu poulet. Le regarder Quel poulet? entraîne la cécité. Ah, mais c'est Cocatrix, ça. Putain, mais attends, Abraxas, c'est le dieu qui a créé, enfin, dont vient la Cocatrix? L'être engendre la maladie, le vénérer entraîne la mort, le craindre est sagesse. À ne point lui résister est le salut. Il est le processus d'individuation. Ouais, l'individuation, très intéressant aussi comme concept. Ça, c'est bien. C'est un concept, je pense, vous pouvez le comprendre facilement. Et une fois qu'on l'a compris, c'est très utile. Mais oui, Cocatrix, pour expliquer un peu ce que c'est, rappel, hein, Cocatrix, c'est cette légende selon laquelle parfois les coqs pondent des œufs, comme les poules. Et ces œufs-là, il faut à tout prix les sortir du poulailler, parce que si jamais ces œufs-là sont couvés, alors je crois qu'il y a un bail avec un serpent. Ah non, c'est quand un serpent pond un œuf, je crois que c'est ça, quand un serpent pond un œuf et qu'un coq le couve, tu as la naissance d'une Cocatrix. Et la Cocatrix, le Cocatrix, je sais plus, c'est une créature du démon globalement. Et c'est un coq mi-serpent, mi-coq. Et il a le pouvoir, comme la méduse, il peut freeze les gens, il peut les transformer en pierre et tout ça. Bref. Et ça, c'est français. Ça fait un basilic. Oui, voilà, c'est ça, c'est un peu le basilic, c'est la même chose. Mais le basilic, c'est encore plus une version plus serpent. Alors que Cocatrix, c'est plus poulet. Et mi-serpent derrière, voilà, c'est ça. Jung imprimera les 7 Et serments. du coup, l'individuation, pour vous expliquer un peu le concept, alors je le maîtrise pas entièrement, hein, donc je vais l'aborder en surface, mais l'individuation, c'est l'idée que l'individu fasse avec
tout ce qu'il a en lui, c'est-à-dire l'inconscient, ses perceptions, tout ce qu'il a assimilé en lui, il fait un peu, pour reprendre les mots de Vieuxman, une exégèse de ce qu'il contient, et il s'attribue les qualités de certaines choses comme étant les siennes. Il est en train de s'individuer, donc en fait il est en train de créer une conscience de qui il est. En fait, la question de l'individuation, c'est à partir de quand et selon quels éléments sélectionnés nous créons ce qui est nous-mêmes. Par exemple, j'ai envie de vous donner un exemple très simple. Quand quelqu'un vous dit « j'aime pas les épinards », c'est peut-être parce qu'il aime pas les épinards, mais c'est aussi peut-être parce qu'il n'a pas eu l'occasion de goûter ou d'apprécier les épinards ou quoi que ce soit. À quel moment ce mec-là, dans les informations qu'il avait à trier dans son esprit, il s'est dit que pour se définir lui-même, il fallait que lui, en tant qu'individu, ça soit un individu qui n'aime pas les épinards. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben en fait, c'est ce processus-là, à l'échelle de l'individu et de toutes ses pensées, qu'on appelle l'individuation. C'est ce processus de la création d'un récit de soi. Comment on crée un récit de soi-même, comment on s'individue, comment on se crée une conscience d'individualité, bref. Mort à aucun moment. Ah bah si, ce sont des choix, mais ce sont des choix non maîtrisés. C'est pour ça que généralement un psy, c'est très utile pour pouvoir te parler de ces processus-là. Parce que c'est dur de les cerner soi-même. À moins de se prendre des gifles dans la vie, de se prendre des claques et de se rendre compte que on a cru être quelque chose, on s'est défini comme étant quelque chose et que ça n'est pas vrai. Mais en même temps, on a besoin de ça. On a besoin de se définir en tant qu'individu, de prendre ça et de dire ça c'est moi et ça c'est pas moi. Alors peut-être que dans d'autres cultures c'est différent, mais en tout cas en Occident, bon, vu que je suis occidental, je pense comme ça, hein. Mais voilà quoi, voilà, vous avez peut-être un peu compris individuation du coup. Quelques exemplaires qu'il confiera à ses proches, comme un fanzine. Puis il le reproduira en annexe de son autobiographie, Ma vie, en 1961. Jung sera ensuite très critiqué. Et d'ailleurs, si vous voulez lire Jung, apparemment Ma vie, c'est le meilleur bouquin pour commencer. Voilà. Vu que j'ai pas lu Jung, je dis ça, j'ai entendu ça en fait. Ma vie, en 1961. Jung sera ensuite très critiqué pour avoir tenté d'introjecter une spiritualité gnostique dans sa variante personnelle de la psychanalyse, la psychologie des profondeurs. Pas seulement par les disciples de Freud. Donc on rappelle, un gnostique, hein, c'est les disciples de Jésus, c'est la pensée de Jésus, mais c'est pas celle de l'Église, c'est celle de ses adeptes différents qui ont inspiré plein de courants dans l'humanité, comme le soufisme ou les manichéens et tout ça. Même si manichéen, c'est pas le bon terme. Bref. Et on a retrouvé des testaments. Il en parlait dans sa dernière vidéo. Hein. C'est en 1945, dans un désert, qu'on a retrouvé dans une jarre. Bon, l'histoire est un peu plus romanesque que ça. Hein. Allez, j'en ai parlé en stream la dernière fois, mais il va en reparler la prochaine fois aussi, je pense. Mais Gnostic égale Dark Souls 2. Pourquoi ça? Pourquoi Dark Souls 2? Je comprends pas. Mais en gros, oui, en gros, c'est par exemple, il y a un évangile qu'on a retrouvé qui est l'évangile de Marie-Madeleine, de sa compagne, la compagne de Jésus. Donc en fait, c'est une version totalement différente de la parole de Jésus. Une parole très différente de l'Église, en fait. Voilà. Qui lui reprocheront d'avoir abandonné la théorie sexuelle, ce qui n'est pas totalement vrai. Celle-ci ne disparaît pas de la lecture de Jung, mais cesse simplement d'être le prisme unique par lequel il interprète les productions de l'inconscient. Mais en gros, pour expliquer un peu les gnostiques, pour essayer de résumer un peu le concept principal, c'est qu'en fait, Jésus dit que il ne faut pas croire en un Dieu matériel. Donc en fait, globalement, le Dieu que l'Église te dit, auquel, en gros, à l'époque, on est dans une méta juive. Donc c'est Yahvé. Et en gros, Jésus, dans sa version gnostique, il dit Yahvé, c'est un faux Dieu. C'est un Dieu, en fait, c'est un démon. C'est un Dieu qui a créé la matérialité et qui a enfermé les âmes dans la matérialité et tout ce qu'elle comporte de souffrance. Et il a fait ça pour être vénéré. Le salut de l'humanité, c'est de trouver le paradis en soi. Ça veut dire que le royaume, quand Jésus parle du royaume, en fait, des âmes, c'est en soi qu'on doit le trouver et non pas le paradis comme l'Église en parle, en fait. La paix intérieure, c'est plus un truc presque... Gnostique, en fait, reviennent plus à un truc qu'on peut trouver un peu en mode New Age bouddhiste, un peu. Hein. C'est le truc de fais la paix en toi, quoi, finalement. Sois heureux. C'est même pas sois heureux parce que chez les gnostiques, le monde est triste, en quelque sorte. Le monde est triste. Par contre,
tu peux quand même en profiter, tu peux quand même trouver la paix intérieure et voilà quoi, bref. Il sera critiqué plus fortement encore par les défenseurs d'une vision traditionnelle de la religion, qui reprend... Ce qui a été créé Talienne, donc arrête. C'est pas non plus ça la gnose. Parce que les gnostiques, par exemple, ils ont une vision où ils vont te dire mais si t'as envie de baiser et de faire des trucs chelous, fais-le. Si t'as envie de faire ça de ta vie, fais-le. De toute façon, le monde est triste. Donc profites-en. Fais des trucs en fait. Genre, il n'y a pas trop de. Il y a pas vraiment d'interdit. Par exemple, c'est un Jésus qui est en mode ouais, t'es homo, vas-y, fais des trucs. Ah ouais, t'as envie t'as envie d'être un furie bizarre qui fait des partouzes, bah fais ça. Voilà, c'est un peu plus ça, quoi. C'est-à-dire, quitte à être dans ce monde de matérialité qui est une prison, en quelque sorte, autant vivre, en fait. Autant vivre. Proche à ce fils de pasteur d'avoir... Arrêtez de s'aliéner, oui, voilà, c'est ça. Bon, allez, je remets Vieux Man, désolé, j'arrête pas de le couper, mais c'est normal, Bref. Par lequel il interprète les productions de l'inconscient. Mais il sera critiqué plus fortement encore par les défenseurs d'une vision traditionnelle de la religion, qui reproche à ce fils de pasteur d'avoir délaissé le christianisme traditionnel. Cela, par contre, n'est pas totalement faux. Ah oui, mais son père, il a perdu la foi. Le père de Jung, il a eu... en fait, il était pasteur, mais il a fini par perdre la foi, il a arrêté son taf. Le christianisme eut à lutter pendant un certain temps contre le gnosticisme, écrira Jung. Le gnosticisme fut complètement anéanti et ses restes sont tellement défigurés qu'il faut pour ainsi dire une étude spéciale pour arriver à la perception de son importance intime. Il ne semble pas illogique qu'un état psychique jadis maté relève la tête au moment où les idées essentielles de celui qui jadis avait pris le dessus perdent leur influence. Si l'on accepte la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi en 1945, c'est l'intervention de Carl Gustav Jung dans le champ intellectuel qui aura fonctionné comme la brèche principale par laquelle les gnostiques, ou sans-roi, ont pu à nouveau s'imposer dans la modernité. C'est intéressant, je savais pas si c'était Jung surtout le responsable. On pourra retrouver l'influence du psychologue suisse dans les disques des Beatles, les Personae de David Bowie, les romans de Philip K. Dick. Au cinéma, celui qui l'aura le plus influencé dans son aventure spirituelle, et sans le moindre doute, Federico Fellini. La lecture de quelques livres de Jung, la découverte de sa vision de la vie, ont eu pour moi le caractère d'une révélation joyeuse, dira Fellini. Alors Fellini, j'ai pas vu beaucoup de films, hein. Je découvrais un peu. Je ne sais pas si la pensée de Jung a influencé mes films à partir de 8,5, je sais simplement que la lecture de quelques-uns de ses livres a sans le moindre doute encouragé et favorisé le contact avec des zones plus profondes, stimulé et animé mon imagination. Bienvenue dans la fin du film, épisode 11, 8,5 de Federico Fellini, l'imagination contre le pouvoir. Oui d'ailleurs, et allez voir Crisis Young de Jérémy Perrin. D'ailleurs, peut-être que Vieux Man, il connaît pas Crisis Young. Faudrait que je lui envoie. Je vais lui faire découvrir ça. Il va pas comprendre. Je pense qu'il va kiffer. « 8,5 commence par des images d'embouteillage. On voit un homme de dos bloqué dans une voiture qui se remplit de gaz. Avec difficulté, il réussit à s'en extraire et s'envole dans un ciel inondé de lumière. Ah, c'est très chelou le début. Hein. Deux hommes le rattrapent par un fil. Mais en gros, pour vous expliquer, alors mon résumé claqué du cul, parce que j'ai pas vu les 20 dernières minutes, c'est un cinéaste dépressif et il a plein de pression sur son dos. Bon, c'est un peu un connard hein, sur plein d'aspects. Mais voilà quoi, il a plein de pression sur son dos parce qu'il doit faire un film et les producteurs lui disent que son truc est un peu nul, les acteurs arrêtent pas de le solliciter et il va faire une retraite dans un genre d'hôtel avec sa femme et il a une histoire avec son amante et tout ça. Bon, c'est un peu le bordel, ouais, c'est un bref. Et le rêveur tombe. Et Guido se réveille en tremblant et en transpirant avec un hurlement étouffant. Guido a 43 ans et il est cinéaste. Il est à la fois en cure dans une ville thermale et en pleine préparation de tournage, constamment sollicité par son équipe qui loge dans le même hôtel que lui. En particulier son scénariste, un intellectuel français nommé Daumier,
qui le critique constamment. Aspetterò alla fonte, vuole. Sì, allo scadere della prima. Le film que Guido prépare semble pour ce dernier une suite d'épisodes gratuits révélant une inspiration poétique d'une pauvreté pathétique. En gros, le mec arrête pas de lui dire « Oh là là, mais ton film, en fait, c'est de la merde, quoi. Il n'y a pas de fond philosophique à ton film, on s'emmerde, voilà, quoi. » Et lui, il est en mode « Ah, mais tu me casses les couilles, je veux juste faire un film. » Domanda cosa vogliono realmente gli autori? Guido est tenté par la possibilité d'une séparation avec sa femme, Luisa. Il vit depuis quelque temps une double vie et est rejoint sur place par sa maîtresse, Carla, qu'il cache aux yeux de son équipe. Avrei pensato di sistemarti in un modo diverso, un ottimo albergo, molto carino, sai. Un soir, alors qu'il dîne en compagnie de son équipe, il retrouve Maurice, un ami magicien, Maya! accompagné d'une voyante, Mademoiselle Maya, qui peut lire dans la pensée des spectateurs. Guido lui transmet une phrase énigmatique. Assa nisi massa. E così? Sì. Guido! Celle-ci entraîne un souvenir d'enfance. Une petite fille qui, aux portes du sommeil, parle à Guido d'un tableau au mur qui va s'animer pendant la nuit et montrera la direction d'un trésor caché associé à cette formule. Mais en fait, tout au long du film, il y a plein de moments où, en fait, d'un coup, il se voit enfant. Et surtout lié à l'église, parce qu'il a eu, je sais pas, dans le film, le gars, il a eu une enfance religieuse très stricte et tout ça. Après, c'est les Italiens, hein, c'est le lore italien de la chrétienté, c'est beaucoup plus strict que chez nous aussi sur des aspects. Bah, il y a l'église de Rome et tout ça, quoi. Donc. La ville thermale abrite également une sorte de congrégation religieuse. Guido négocie une rencontre qui apparaîtra un peu plus tard dans le film entre le héros du film qu'il prépare e un cardinal. Lei deve scusarmi, Eminenza, se vengo a importunarla. Lei è sposato? Sì. Sente questo cantore? Prego. L'échange entraîne un nouveau souvenir, celui de sa jeunesse dans une école catholique et sa fascination pour une femme sauvage, la Saraguina. Ah oui, c'est vraiment étrange comme moment. Et en gros, là, il est enfant et avec ses potes, il donne de la thune à la Saraguina et elle sort d'un genre de bunker sur la plage et elle se met à danser. Et d'un coup, il y a des membres de l'église qui viennent le choper par le callback en mode mais qu'est-ce que tu fais là? Tu dois pas regarder ça en fait. Bref, mais ça a l'air d'être une genre de SDF étrangère et ils viennent la payer pour qu'elle danse pour eux. C'est une dinguerie parce qu'elle ressemble trop à une femme que je connais. Oui, TDS, oui, bah oui. L'évocation est coupée brutalement par les critiques de Daumier. C'est vrai qu'elle ressemble à Garrido un peu. C'est Garrido, voilà, fin de carrière Garrido. Elle twerk sur la plage pour des gosses. L'évocation est coupée brutalement par les critiques de Daumier. Personaggio del suo ricordo d'infanzia. Non ha niente a che vedere con una vera coscienza critica. Nous ne savons jamais si nous voyons des souvenirs du héros, des fantasmes ou des séquences de son film à venir. Ciao. Luisa rejoint Guido. Ciao. Ciao. Quando sei arrivata? On les emmène sur un décor du film pas encore achevé, prévu pour la séquence la plus importante de celui-ci. Pendant celle-ci, la Terre est ravagée par une guerre nucléaire et une partie de l'humanité s'envole dans un aéronef à la recherche d'une autre planète. À la différence de toutes les autres scènes évoquées dans 8,5, on ne la verra pas. Et le décor restera à l'état de chantier. Tenta di salvarsi dalla bestia atomica. I resti dell'umanità cercano scampo su di un altro pianeta. Oltre 10.000 comparse. Et même là, dans la séquence, le héros, c'est aussi un peu un connard. À un moment, il y a un ouvrier et il lui dit « Vas-y, danse pour moi, je te donne un rôle. » Et le mec se met à danser comme ça. Et après, il se remet à discuter avec la meuf et t'entends la voix de l'ouvrier qui dit « S'il vous plaît, est-ce que vous me donnerez un rôle ? Non, quel rôle je vais jouer ?» Et puis il lui dit « Ah, casse-toi, retourne travailler. » Voilà, bon bref. C'est aussi un peu un connard. Il y a un truc un peu anti-héros, quoi, chez le personnage. Forse 15.000. Le lendemain, Guido et Luisa prennent leur petit déjeuner en terrasse avec leur amie Rossella et Carla s'installe à une table voisine. Luisa la reconnaît et dit à Guido « Épargne-moi la honte de te voir mentir. Come se dicesse la verità, fa l'onesto. Ma guardalo, ha ragione lui.
Ma come fai a vivere in questo modo? Il se réfugie dans une rêverie et s'imagine Carla et Luisa devenant amies, Da tanto tempo desideravo conoscere. Anch'io. puis toutes les femmes croisées dans le film, transformées en un harem dont il serait le maître. Ah oui, quelle scène incroyable ça. Sera, donne, chiudete che fa freddo, c'è la C'est tormenta. vraiment le fantasme des mecs. Hein. Il rentre avec des cadeaux, il y a toutes les femmes de sa vie qui l'attendent, et à un moment il se met torse nu, il se met à les fouetter. Come state? State bene? Mi raccomando, il pacco è il suo nome. Très freudien hein, comme... Non li confondete. Questo qui per Caterina. È un tesoro. Il donne libre cours à ses fantasmes de domination machiste les plus déplaisants. Siete contente, ragazze? Cosa senti pan? Non è quello che avete sempre desiderato? Certamente. E niente mica niente più bello in temore. Mais ceci se teinte lentement d'une tristesse infinie. Tout se désagrège. Sai che non va. Perché questa tristezza? Ecco, vedete, gli abbiamo fatto venire i rimorsi. Guido et Luisa regardent avec l'équipe les essais de comédiens pour le film. Guido, que les persiflages de Domier agacent, l'imagine pendu. Et du coup ça, tout ça je l'ai pas vu ça. Luisa reconnaît leur vie à travers les séquences du film Sono io che ti offro di lasciarti completamente libero. Tanto così non ti servo a nulla. et quitte la séance excédée. Guido essaye vainement de la rattraper. Stop. Luisa, dove vai? Ho sonno, vado in albergo. Buonanotte, Guido. Claudia, l'actrice pressentie pour le personnage féminin le plus mystérieux du film, vient d'arriver. Come stai? Beh, Mais globalement j'étais un peu perdu parce que moi ce qui m'emmerde un peu dans ces films de l'époque comme ça quoi, c'est que les canons féminins se ressemblent tellement que des fois j'arrive pas à distinguer les meufs. J'ai l'impression d'être dans un manga. Où des fois les meufs elles ont les mêmes coupes de cheveux machin. Il part avec elle en voiture. Et après avoir décrit de façon très péjorative son personnage de réalisateur, il lui explique qu'il renonce à tourner son film. Che imbroglio. Après c'est voulu. C'est voulu mais en même temps Hollywood, les standards hollywoodiens nanani nanana, bon les femmes se ressemblaient beaucoup. Après là elles sont italiennes c'est autre chose mais... Non è che sei. Bon, elles sont pas que italiennes d'ailleurs. non c'è la parte nel film. Non c'è Il y a des canons de beauté quoi. neanche il film. Ils sont interrompus par des membres C'est italien, bah oui mais à l'époque les standards hollywoodiens ils imprègnent quand même le cinéma italien. Genre, de l'équipe qui viennent les chercher. le soft power états-unien existe déjà. En fait. Le tournage commence demain, mais avant, il y a une conférence de presse. Face aux questions des journalistes, qui l'interrogent à la fois sur son film et sur sa vie, Guido passe sous la table et se suicide. Ah ouais carrément il se suicide sous la table, ah ok. Ah la fin du film On voit l'équipe démonter les décors, le tournage du film est semble-t-il annulé. Daumier félicite Guido pour son abandon, mais ce dernier n'a pas l'air satisfait de sa propre décision. Maurice le magicien... Ah ok donc ouais c'est un cinéaste dépressif et à la fin il abandonne en fait. Le suicide c'est la métaphore de son abandon du projet. Il y a trop de pression, trop de désir, trop de... Ok. réapparaît, suivi de tous les autres, Claudia, Carla, Luisa, les personnages des Et oui souvenirs. et à la fin tous les personnages ils dansent en rond, c'est ça je crois. Guido a compris, il se croit malheureux, désespéré, alors que ce qui le fait trembler, c'est un bonheur profond qu'il n'arrive pas à accepter. Ce bonheur, c'est son amour de la vie dans toute sa confusion. Il doit juste accepter cette confusion, ne pas en avoir peur. Il décide de laisser à Luisa la possibilité de rester avec lui ou de partir. Elle reste. Guido reprend son rôle de metteur en scène et dirige l'ensemble des comédiens pour une dernière ronde finale à laquelle il se joint. Les dernières images sont celles d'une petite fanfare de clowns qui les accompagne, avec un enfant à la flûte au milieu d'une piste de cirque. Oui d'ailleurs apparemment il y a un film de Fellini qui parle de cirque qui a l'air trop bien. E-Clown je crois. E-Clown. Alors pas E-Clown en mode c'est un robot. C'est E-Clown ouais. Ça m'a donné envie de le voir. Moi les bons films de clown j'aime bien. Fin du film. Cela a été plusieurs fois souligné par les commentateurs. Le film de Fellini épouse la structure de la Divine Comédie, Ok. le chef-d'œuvre de la littérature italienne, dans lequel Dante, le poète, au milieu du chemin de sa vie, suit son guide, l'écrivain latin Virgile, en enfer et au purgatoire, où il est accueilli par Béatrice, sa muse, avant de monter au ciel, où Saint Bernard se substitue à celle-ci pour monter les dernières étapes de la rose céleste. Et c'est fascinant Dante.
La Divine Comédie, en fait, si tu le prends avec des lunettes de nos jours, il y a des moments qui sont tellement drôles parce qu'en fait, des fois, il y a des... Au niveau de l'empathie que Dante éprouve pour les gens qui se trouvent en enfer, des fois, il y a des trucs absurdes, en fait. Genre, par exemple, il va tomber sur un gars. Le gars, il a fait une petite bêtise, il est en train de souffrir, il est en mode « Oh là là, tu l'as vraiment bien mérité, sale merde !» Il y a des moments où Dante, d'un coup, il se met à gueuler. Il est en mode « Oh, sale merde, t'es en enfer, ferme ta gueule, souffre !» Et d'un coup, il y a un gars, il a fait une horreur. Genre, il a assassiné quelqu'un, il est en mode « Oh, tu mérites pas d'être en enfer !» Enfin, il y a un truc... Bref... Dans 8 et demi, le personnage de Guido, joué par Marcello Mastroianni, est comme Dante au moment où il écrit la Divine Comédie, un homme atteint de la crise de la quarantaine. Quand 8 et demi sort, nous sommes en 1963 et Fellini a 43 ans. Guido se retrouve dans la forêt obscure de sa psyché. Et Daumier, l'intellectuel français, prend la place de Virgile, tandis que Claudia et Béatrice et Maurice remplacent Saint-Bernard. Comme Virgile s'efface lorsque Béatrice entre dans la comédie à la fin du Purgatoire, Daumier est pendu quelques instants avant l'entrée de Claudia. Comme Béatrice disparaît à son tour dans les derniers chants de la comédie, remplacée par Saint-Bernard... Et du coup, attendez, parce que Daumier... Purgatoire, Daumier est pendu quelques instants avant l'entrée de... Daumier, on est bien... C'est pas le gars qui lui cassait les couilles depuis le début, là, avec ses commentaires sur son film et tout? Je crois que c'est lui, non? Claudia. Ou alors je me trompe. Comme Béatrice disparaît à son tour oui, c'est ça, hein. Dans les derniers chants de la comédie, remplacée par Saint-Bernard, le magicien prend le relais aux derniers instants et donne les indications finales pour la délivrance de Guido. Virgile est chez Dante, la figure de l'apprentissage, Béatrice une image de l'art, et Saint-Bernard le symbole de la religion, soit le pont entre l'œuvre profane du poète et l'œuvre divine elle-même. Joué par Jean Rougeul, ancien critique de cinéma, membre du groupe Octobre et proche des surréalistes, Daumier est le Virgile de Guido. Il est culpabilisateur, oui, autant que l'Église ou le marxisme peuvent l'être, pour un artiste irresponsable comme Fellini. Daumier est un portrait de Fellini en intellectuel. Un Fellini dévoré par l'ombre de son ancien frère, Pier Paolo Pasolini, qui avait écrit avec lui le scénario des Nuits de Cabiria et à qui il avait raconté en premier l'idée de départ de 8 et demi. C'était peu avant leur brouille, Fellini ayant c'est sûr que quand ton pote c'est Pasolini, c'est dur de le dépasser. Stupidement refusé, à la vision des premiers rushs, de produire Hackathon, le premier film de Pasolini. Joué par Claudia Cardinal, Claudia est poursuivie comme un rêve par Guido. C'est une vision ordonnatrice qui donnerait un sens à l'ensemble. Quand elle lui apparaît furtivement dans sa chambre, au bord du sommeil, il s'afflige du fait qu'elle ne soit qu'un symbole, mais elle répond sereinement autoritaire « Je veux faire place nette ». Le magicien, enfin... You're so cool, oui, c'est Pookie. Fais pas ça, c'est ridicule. Emporte le film vers sa dimension directement verticale, mystique. Le personnage de Maurice est joué par le dramaturge écossais Ian Dallas, qui en 1967 se convertira à l'islam à Fès, au Maroc, et deviendra le cheikh Abdelkadir As-Soufi, grand instructeur de la tarika d'Arkawi Chadili Qadira. Guido est affligé du même péché que Dante, c'est un charnel, un concupiscent, mais croire qu'il doit être jugé sur cet aspect de sa personnalité est une illusion qui lui vient de son catholicisme d'enfance. Si le magicien remplace Saint-Bernard, la psychologie des profondeurs doit remplacer le christianisme culpabilisateur. Et donc on rappelle, en psychologie des profondeurs, chez Jung, c'est l'étude de l'inconscient et de ses mécanismes. Il s'agit donc pour Guido d'accepter la vie dans sa multiplicité et sa confusion. Et surtout, de s'y réaliser avec un peu de tout. Ouais, c'est ça, en fait, le film, en fait, le gars, quand tu vois ses souvenirs, il est matrixé par son éducation chrétienne, la culpabilisation de l'éducation chrétienne et compagnie, alors qu'il est là à vouloir staffer plein de femmes, à avoir un harem et compagnie. Et du coup, il est dépressif parce qu'en fait, il est tiraillé entre ses désirs et le fait qu'il ne peut pas les accepter. Il a envie d'être un bon chrétien. Voilà quoi. Bref. De la chair, de l'âme, de l'esprit, des souvenirs, des rêves, des fantasmes. Merci, oui, Moufette, t'as raison, j'ai une sale journée, mais nanana. Bah, en fait, c'est Pookie parce que moi, j'aurais pas envie qu'on fasse ça pour moi, tu vois. Genre, moi, je peux très bien être dans l'esprit de quelqu'un d'autre, la sale gauchiste qui diffuse un film un soir et qu'on strike, tu vois. Donc, j'ai pas envie de faire ce que j'aimerais pas qu'on. Tu vois.
préfère être sur une plateforme où on évite de se taper dans les pieds quand il y a des gens qui font des trucs un peu interdits. Moi aussi, des fois, je fais des trucs un peu interdits. Donc voilà. Le magicien règle le sens... De toute façon, nous, les gauchistes, on est un peu libristes, quoi. On aime bien avoir les films gratos et compagnie, donc on va pas taper des droitards là-dessus. Des souvenirs, des rêves, des fantasmes. Le magicien règle le sens de cette œuvre alchimique comme le sens de la vie. Et c'est une vie au cœur de laquelle il place la recherche de la part féminine du héros. Soit la phrase « Assa Nissi Massa ». Celle-ci masque un secret de Polichinelle puisqu'il s'agit de anima en javanais. Assa Nissi Massa. Concept central de la psychologie jungienne. Attends, c'est quoi? Celle-ci masque un secret de Polichinelle puisqu'il s'agit de anima en javanais. Assa. Ah oui, on revient sur ce concept d'anima, animus, machin là. Nissi Massa. Concept central de la psychologie jungienne, l'anima est une image innée de la femme chez l'homme, comme Béatrice pour Dante. Elle a une fonction régulatrice et fait le pont entre le conscient et l'inconscient. Elle est à l'origine de la recherche de l'âme. 8,5 et son successeur, Juliette des Esprits, interprétée par l'épouse de Fellini, l'actrice Giulietta Massina, seront des films miroirs. Le portrait d'un homme et le portrait d'une femme à la recherche de leur âme. Moi, je suis désolé, je suis un peu matrixé queer. Hein. J'aime bien entendre ça, mais bon. Moi, ça me va si on part du principe que la potentielle... En fait, ça peut être tout autant un argument pour dire... en fait, quelqu'un qui peut me sortir anima, animus, il peut très bien me dire « mais t'as pas besoin de transitionner parce qu'il y a une femme en toi ». Et il peut très bien me dire « mais au final, si tu transitionnes, c'est parce qu'il y a une femme en toi ». Donc je me méfie. Je me méfie. Ça peut être terfisant comme ça peut être un peu... bref. Tous deux sont remplis d'images qu'on dirait tirées des rêves ou de visions de l'avenir. C'est ainsi que j'ai eu ma saison de l'astrologie, ma saison de l'occultisme, ma saison du spiritisme, dira Fellini. Laissez-moi ajouter que j'ai connu et pratiqué des médiums et des extralucides doués de pouvoirs si extraordinaires qu'ils réduisaient au silence les prétentions, les morgues, l'assurance absolue de quelques miens amis qui s'étaient souvent moqués de mon penchant à m'exalter pour tout ce qui relève de réalités plus occultes. La sarabande des médiums, gourous et psychothérapeutes New Age commencera vraiment dans Juliette des Esprits en 1964. Mais 8,5 est déjà le fruit d'une crise spirituelle auquel on peut associer le nom de Carl Gustav Jung, ainsi que celui du psychanalyste jungien de Fellini, le très mystérieux Ernst Bernhardt, de son vrai nom Achim Mannheim. Rescapé de camp de concentration, traducteur du Viking, passionné d'ésotérisme ayant conçu un cabinet labyrinthique avec 2 pièces pour les patients, dont l'une où personne n'entrait jamais. Ok. Ernst Bernhardt mourra pendant le tournage de Juliette des Esprits, alors que Fellini suivait une analyse auprès de celui-ci depuis 4 ans, au rythme de 3 séances par semaine, ces dernières parfois transformées en rencontres. 3 séances par semaine? Mais même les gens les plus dépressifs que je connaisse... plus informelles, dans une pizzeria voisine. Mais le réalisateur continue... Il aimait bien parler, quoi. ...à lire Jung. Il avait besoin d'un pote, il avait besoin d'aller au café, lui. Il ira jusqu'à faire un pèlerinage dans la tour de ce dernier, à Bollingen, dans le canton de Saint-Mérad, près du lac de Zurich. Le petit-fils du psychologue suisse permettra au cinéaste italien de se recueillir dans une pièce de la tour, la pièce de retraite qui contenait des peintures et des souvenirs, en particulier le livre rouge, encore inédit à l'époque. Aussi étrange que cela puisse paraître, Fellini ne... Vous pouvez payer surtout... Ah mais oui, mais en plus... De nos jours, quand vous avez les thunes pour vous payer un bon psy, vous savez que les bourges, quand ils payent un bon psy, ils peuvent aussi les contacter à n'importe quel moment. Bon, après, j'imagine que c'est pas tous, mais c'est quand même agréable, quoi. C'est-à-dire que si jamais ça va pas, tu passes un petit coup de fil à 21h le soir, là. Allô, je vais pas bien. Ok, bon, bah, discutons 10 minutes, quoi. C'est bien, quand même. Plutôt que d'attendre 2 semaines, là, alors que t'as des pensées suicidaires et compagnie. En particulier le livre rouge, encore inédit à l'époque. Aussi étrange que cela puisse paraître. Alors que quand t'es pauvre, t'appelles SOS Amitié et tu te retrouves avec une grand-mère au bout du fil qui est en mode « Allô? Oui? Le suicide, c'est ça? Non, j'ai pas compris. Quoi? Vous êtes trans? C'est quoi ça? » Il ne voulait pas initialement faire du... Ça existe alors? Bah oui, moi j'ai déjà appelé. Héros de 8,5, un réalisateur de cinéma. Il voulait que ce soit n'importe qui et qu'il fasse n'importe quoi. Le projet initial du film, expliquera encore le cinéaste, était de faire le portrait d'un homme, un jour quelconque de sa vie, avec toutes les formes de narration mises à sa disposition, comme Ulysse de James Joyce, ou la chanson des Beatles, A Day in the Life. Le souci de Jung, c'est que c'est très peu scientifique sa démarche, l'anima animus, c'est très conservateur avec une justification pseudo-romantique.
Ouais, bah en fait je vois un peu, tu sais, c'est un récit, c'est dans un bouquin de Platon, donc il y a Socrate qui discute avec un philosophe, et le philosophe il lui parle du fait qu'avant il y avait des androgynes, et les androgynes c'était des créatures mi-homme mi-femme, et qu'elles ont été coupées en deux, il y a tout un lore comme ça, donc en fait il y a presque une filiation de ce genre de délire là en fait dans le concept jungien. En fait, Jung, ça me paraît à la fois très très beau, notamment l'analyse des rêves et compagnie. Enfin, j'aime bien la mystique. Mais en fait, des fois, j'entends des trucs et je suis en mode waouh. Ah ouais, ça reste la psychanalyse quand même. J'entends des trucs, voilà. Mais je dirais que c'est l'un des plus intéressants de psychanalystes. C'est comme ça que je le décrirais. Il y a vraiment il y a à boire et à manger, mais par contre, il faut regarder ce qu'on mange parce que des fois, bon, il y a des aliments un peu pourris. Mais ça reste très intéressant. Ça reste très intéressant et j'aime bien, quoi. Bon, après, le pauvre, hein, il a essayé de théoriser des trucs. La génétique est arrivée après, les queers sont arrivés après. Très sincèrement, je pense que Jung, aujourd'hui, je pense qu'il serait... je pense qu'il serait peut-être un travesti du dimanche, tu vois. Il aimerait bien aller au cabaret, histoire de connaître un peu mieux son anima, quoi. Peut-être même au Glory Hall, qui sait. Mais finalement, Fellini étant ce qu'il est, par une espèce de facilité, le héros de 8,5 est devenu réalisateur de cinéma. L'inspiration principale du film est les fraises sauvages d'Ingmar Bergman, lui-même déjà inspiré par la lecture de Jung. Après 8,5, le film 8,5 va devenir un genre en soi, le portrait éclaté façon patchwork d'un personnage. De Portrait d'une enfant déchue de Jerry Schwarzberg et All That Jazz de Bob Fosse, à I'm Not There de Todd Haynes et Synecdoche New York de Charlie Kaufman, on ne compte plus les films 8,5. Récit portrait rhapsodique racontant la vie d'un personnage avec des rêves, des souvenirs, des morceaux de réalité. D'où quelqu'un qui disait Birdman, en fait. C'est un peu l'affiliation, quoi. Des fantasmes, des rencontres, des amours, des ruptures de ton, toute une palette de styles. 8,5 commence par un embouteillage, un thème qui reviendra dans plusieurs films de Fellini, en particulier Roma en 1972, ou après une Du coup, pourquoi le film s'appelle 8,5 ? J'ai toujours pas compris. Parce que c'est le nom de la bobine de film ? Pour moi, 8,5, c'est le degré d'une bière, une bière brune, triple, je sais pas quoi. 8,5 commence par un embouteillage, un thème qui reviendra dans plusieurs films de Fellini, en particulier Roma en 1972, où après une demi-heure de film, soudain un hallucinant embouteillage de 10 minutes bloque le déroulement du récit et le fait bifurquer. La séquence d'embouteillage de Roma est si longue que Pasolini dira que nous nous en rappelons comme un événement d'une réalité qui s'est produite en rêve, plus que comme un extrait de film. Il a raison. À partir de 8,5, les films de Fellini ne cesseront de tourbillonner autour de leur sujet sans jamais y entrer frontalement. Ok. Oui, parce que Fellini, il a même fait un film. Alors, peut-être il y a des gens qui connaissent, parce que je me souviens plus du titre. Il a fait un film, pour vous dire à quel point c'est Golemont. Après, c'est fascinant. Il a fait un film où tout le long du film, les personnages essayent de se parler, mais ils n'arrivent pas à communiquer. Le film, ça n'est que ça. Ça n'est que des personnages, et ils se parlent, et en fait, quand ils se parlent, genre par exemple, il y a du bruit, du coup, ils se comprennent pas. Ou alors, ils sont trop loin, et du coup, ils s'entendent pas. Ou alors, ils parlent pas assez fort, et du coup, ils se comprennent pas. Ça n'est que ça. Fellini aussi, bah oui, je viens de dire que c'est Fellini qui l'a fait. C'est quoi ? Il y a des gens qui ont le nom du film, là ? Je sais plus comment il s'appelle, ce film. Une soirée Souka. Oui, c'est ça. Des Parisiens, quoi, ouais. Globalement, des gens avec des problèmes de surdité dans un bar, quoi. Qu'est-ce que ça m'énerve, hein, d'aller dans un resto ou dans un bar et de rien entendre à ce que la personne en face de moi me dit. C'est chiant, hein. C'est chiant, hein. J'ai déjà des problèmes d'oreille à mon âge, quoi. Bon, bah bref, je me rappelle pas c'est quoi le nom du film. Che cosa si può fare? Dobbiamo fare qualcosa! Fellini sait peut-être qu'une fois qu'on entre quelque part, ce qui s'y cachait s'y dissipe. Comme dans Roma, les fresques antiques des sous-sols du métro, détruites par la lumière émise par les archéologues. Montrer directement, c'est détruire. L'art consiste à suggérer et projeter sa pensée à travers une série d'images. L'art est indirect. Dès qu'il est direct, il se confond avec l'idéologie, la production d'un discours. L'embouteillage est le symbole d'une crise. De même qu'on n'entre pas dans Rome, dans Roma,
Guido n'entre jamais dans son film dans 8,5. 8,5 sera... J'ai jamais été à Rome, hein, mais ça doit être intéressant en vrai comme film, parce que on la mystifie du point de vue chrétien avec la papauté et compagnie, mais ça doit être un lore, hein. Il doit y avoir des quartiers pauvres à Rome et tout ça. Je me demande à quoi ça ressemble. Raconte lui-même comme le récit d'un réalisateur qui tourne autour de son propre film sans jamais y entrer, et diffusant sa lumière sur quelque chose qui disparaît, mais pour réapparaître, la vie. 8,5 n'est pas seulement le portrait de Guido, c'est celui du cinéma en 1963, faisant une cure de santé pour mieux se réinventer, ou plutôt pour occuper son authentique fonction métaphysique, alors que va apparaître face à lui un autre médium qui va également utiliser le pouvoir magique de l'image, la télévision, mais pour mêler spectacle, publicité et politique dans une forme inédite de domination, les masses médias. Les médias de masse et les artistes utilisent la même matière, mots, images, sons, mais le fonctionnement est très différent. L'écrivain William Burroughs en avait parlé. Ce qu'on appelle art, peinture, sculpture, écriture, danse, musique, est d'origine magique. La dernière personne que j'ai entendu dire ça, c'est Émile Ferris. D'ailleurs, allez lire Émile Ferris, très bien. C'est une meuf qui fait de la bande dessinée. La technologie et la technologie de la magie. Dans le cas des journaux et des magazines, il s'agit surtout de la magie noire. Mais en fait, ouais, moi je comprends ce que c'est. En fait, ça peut paraître très bizarre ce truc de dire c'est d'origine magique, mais en fait, Émile Ferris, elle le décrit en mode, elle prend les hiéroglyphes égyptiens et elle dit c'est quand même fascinant parce que c'est un langage, mais en même temps chaque lettre, ne serait-ce que dans sa manière d'être dessinée ou de ce qu'elle représente, elle a un mood. Elle te transmet un mood, elle te transmet des idées, des images. Il y a un truc universel. Si on reprend un peu Jung et l'idée de l'inconscient, c'est qu'il y a de l'universel même dans les mythes. Dans les mythes, on a toujours l'impression que c'est des histoires qui parlent de sujets qui sont universels. C'est pour ça que c'est des histoires aussi connues. C'est pour ça qu'elles ont eu du succès et qu'elles se sont transmises de génération en génération. Donc, c'est... comment dire ? C'est ça un peu la magie, quoi. La magie, c'est le pouvoir de communication, le pouvoir de suggestion qu'ont les images, qu'ont les danses, les musiques et tout ça, en fait. Le pouvoir de suggestion, de magie, ça veut dire que en fait, c'est de la possession, en fait. On est en train de te posséder. Une œuvre, elle te possède. Elle met un truc dans ton esprit. Elle te contrôle, en fait. Elle a un pouvoir magique sur toi. C'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça. L'idée de parler de magie, c'est un peu ça. Et ça, c'est vrai que c'est magique de ce point de vue-là, l'art. Elle t'attrape comme ça, et elle te met un truc dans la tête. Des fois, c'est pas toi qui décides. Et en même temps, des fois, tu te dis, waouh, c'est une dinguerie. Genre, on est là, on parle d'un film, et on a tous à peu près le même avis. Pourtant, le film, il nous a pas dit quoi penser du film. Mais on a tous reçu un message. Le film a été capable de nous le transmettre sans nous faire un cours. On a tous compris. Et ça, c'est magique quand même. Bref. GTA 6, c'est de la magie. Voilà, aussi, oui. Ça contient le potentiel d'influencer la réalité de l'autre. Oui, c'est ça. D'où le truc de magie, ouais. Les écrivains sont concernés par une magie qualitative, alors que les D'où le pourquoi de l'interrogation du côté licite de la musique en islam. Ah bah oui. Pas étonnant. journalistes sont concernés. C'est pas étonnant, et puis il faut le remettre dans le contexte qu'il y a longtemps, il y avait des rites païens, du coup très liés à des cérémonies musicales. Enfin, je veux dire, ça m'étonne pas que du côté de l'islam, il y a eu une interrogation sur le côté licite de la musique, et que du côté chrétien, il y a eu l'interdiction des mythes ursins, des cérémonies semblables au carnaval, ou plutôt qui se sont réincarnées dans le carnaval à une époque. Il y a eu un peu une chasse à toutes ces croyances-là. Bon, est-ce étonnant? Non. En fait, je pense dans tous les monothéismes, il y a eu un peu la chasse à ce genre de choses parce que la théologie voulait contrôler le tout, en fait. Ou alors, au moins, donner une interprétation. En fait, tous les mythes, toutes les cérémonies, tous les rituels un peu étranges, globalement, ils ont fini de deux manières différentes. Soit ils ont muté dans la méta monothéiste, soit ils ont été anéantis ou très fortement réprimés. Et ça a donné des trucs, enfin je veux dire, exemple très simple, c'est l'Inquisition. L'Inquisition, c'est une répression aussi de tous ces mythes, de toutes ces cultures-là. Et quand ça mute,
c'est très différent. C'est que, par exemple, tu te rends compte que le cauchemar, le terme cauchemar, à une époque décrivait, j'en ai parlé une fois en stream, hein, le terme cauchemar, à une époque décrivait le fait d'avoir un être qui se pose sur toi pendant que tu dors et qui te fait faire des cauchemars, et généralement il t'étouffe, il t'étrangle. Ce mythe-là, à un moment, la chrétienté l'a réinterprété, et les cauchemars, c'était lié à des démons et des sortes de divinités machin locales. Par exemple, le cauchemar à Lyon, c'était une vieille dame. Le cauchemar dans une autre région, c'était un esprit, etc., etc. Donc il y a eu à chaque fois, des fois les mythes, des fois les croyances, elles sont récupérées, et l'Église, en l'occurrence en Occident, produit une réinterprétation et une contextualisation de leur existence. Voilà, c'est comme ça que ça se passe généralement. Soit le mythe, il est balayé parce qu'il est trop compliqué à contextualiser, soit le monothéisme récupère son existence et arrive à en faire un contexte. Et après, dans certaines cultures, c'est beaucoup plus complexe que ça. Parce que cohabitent, comment dire, les religions étaient beaucoup moins hostiles à toutes ces croyances, et de ce fait-là, ça cohabite dans une sorte de folklore. C'est beaucoup plus folklorique en quelque sorte. Par exemple, en Inde ou au Japon, où du coup, tu as des trucs très ancestraux, très animistes, et en même temps, tu as des croyances, tu as des chrétiens, tu as des bouddhistes au Japon et compagnie. Donc, c'est... Voilà. Tout ça cohabite, et voilà. Moi, je trouve que c'est bien quand ça cohabite quand même. Le monothéisme, j'aime bien, mais j'aime bien la cohabitation aussi. C'est bien, certains panthéismes. Mais par une magie quantitative. Le portrait dressé dans 8,5, ce n'est pas seulement celui de Guido ou de Federico Fellini. Vraie question, tu penses que les nouvelles façons de communiquer auxquelles on a accès empêchent la naissance de nouveaux mythes à cause de notre capacité à oublier qui s'effrite, les réseaux sociaux tout enregistrés, etc. Non, je pense que la communication... En fait, le mythe, ça témoigne aussi d'une époque où communiquer, ça prenait du temps. La filiation d'une histoire, elle est difficile à représenter. Le fait, par exemple, que je sais pas moi, le mythe du basilic ou le mythe de l'hydre de Lerne qu'on retrouve en Grèce, et ben ce mythe-là, tu peux le retrouver aussi au Japon. Tu peux le retrouver aussi du côté de l'Irak. Il y a aussi un mythe qui ressemble à ça. Au Japon, c'est une sorte de samouraï, là, je sais pas quoi, il a un sabre et il fait boire du saké au dragon. Le dragon devient complètement saoul et il lui coupe les têtes pour sauver une femme avec qui il avait envie de baiser visiblement. Je connais pas toute l'histoire. Et le dragon dépop et il loot une épée, littéralement, comme dans un jeu vidéo. Il loot une épée, comme dans Dark Souls. Voilà, au Japon, c'est ça le mythe. C'est littéralement le même mythe que l'hydre de Lerne, quasiment, en fait. Et en fait, tous ces mythes-là ont une origine, mais s'ils ont mis autant de temps à s'étendre et à changer de version, c'est aussi parce que, pour l'époque, il fallait qu'il y ait littéralement des humains qui se déplacent pour aller raconter ça. Et en plus de ça, ils devaient le raconter en apprenant la langue locale pour être compris des gens et contextualiser, essayer d'expliquer d'où ça vient. Donc voilà, la transmission des mythes prend du temps. Donc c'est pour ça que ces mythes sont aussi mythiques. De nos jours, est-ce qu'on n'a plus de mythes? Non. C'est juste que ça va très très vite. Pour moi, un mème, c'est comme un mythe. C'est pareil. C'est juste qu'aujourd'hui, en 5 jours, une histoire, elle est déjà passée, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne, en fait. C'est pareil. Si je reprenais les mots de Deleuze, on est dans une période rhizomique. Là où l'étude des mythes était quelque chose de généalogique, à une époque, parce qu'il y avait un groupe d'humains qui partaient dans telle direction, et ils s'installaient à un endroit, et ils se mettaient à raconter des histoires. Et puis un jour... il y a un autre groupe d'humains qui se barre et qui va dans un autre endroit. Et là, ils croisent une autre culture. Et là, ils se racontent des histoires. Et donc, le mythe évolue et change de version. Il y a une généalogie. Aujourd'hui, on est sur Internet. Dans une période rhizomique, il y a un type qui poste un truc, il y en a 5 autres qui commencent à le poster ailleurs, et il y en a 15 autres qui se mettent à faire une version différente et le poster ailleurs, etc., etc. Et tout le monde communique en anglais. Moi, ça me va. Hein. Moi, je trouve que c'est bien, en fait. C'est fascinant comme époque. On vit une époque fascinante. Hein. Moi, je regrette pas le fait qu'il y ait plus de mythes, en fait. Je regrette pas ça. Parce que tous les jours, quand j'ouvre Twitter, je rigole bien, en fait. Parce qu'il y a tellement de trucs à voir. C'est ça qui est fascinant. Dites-vous que nos ancêtres se faisaient sûrement chier à se raconter tout le temps les mêmes histoires. Nous, tous les jours, on peut aller sur Internet et voir plein de trucs. Ça veut dire quoi, rhizomique? C'est un concept, je crois que c'est Deleuze qui l'introduit.
C'est un concept qui, en fait, vous voyez le gingembre. En fait, pour comprendre le concept, si vous prenez une plante, en fait, quand elle pousse, elle a des tiges, et ensuite, elle se divise potentiellement en 2 tiges, et puis ensuite en 4 tiges, etc., etc. Ça, c'est une généalogie, en fait. C'est pour ça que quand on fait un arbre généalogique, généralement, on fait un arbre pour le représenter. Le gingembre, ça n'a absolument aucune direction définie. Le gingembre pousse littéralement dans tous les sens possibles. Si vous prenez un gingembre, alors certes, ils peuvent se ressembler, mais logiquement, il n'y a rien qui définit le sens dans lequel le gingembre va faire pousser ses tiges. Vous comprenez un peu le concept maintenant? C'est-à-dire qu'un gingembre, c'est un truc qui n'en fait qu'à sa tête et qui pousse dans toutes les directions à la fois. C'est un peu cette idée-là. Et ben, le principe de rhizomique, parce que le gingembre, c'est donc une croissance rhizomique. Le principe du rhizome, en termes de communication, c'est que tout va dans toutes les directions à la fois. Et on ne peut pas vraiment prévoir ce qui se passe. Donc, nous vivons avec Internet à une époque rhizomique. Voilà. C'est donc celui d'un cinéma en crise. Le cinéma Le concept de rhizome développé par Gilles Deleuze et Félix Guattari désigne une structure évoluant en permanence dans toutes les directions horizontales et dénuée de niveau. Cette structure s'oppose à la hiérarchie en pyramide. Voilà. Moi, je l'explique du point de vue généalogique parce que c'est lié à l'ethnologie. Moi, vu que j'ai fait de l'ethnologie, c'est plus un concept qu'on utilise en ethnologie. Mais voilà, quoi, vous avez compris. Réaliste italien. Et c'est quoi le rapport avec Deleuze? Bah, il vient d'expliquer, là. C'est un concept développé par Deleuze et Guattari. Dont Fellini, scénariste et assistant de Roberto Rossellini de 1945 à 1950, est un peu le mauvais fils, le fils prodigue. Avec La Dolce Vita en 1960, 3 ans avant 8 et demi, Fellini achevait le récit de son affiliation à un néoréalisme auquel il n'avait jamais complètement adhéré, étant surtout obsédé par les relations entre le monde extérieur et le monde intérieur. La Dolce Vita apparaît comme un instantané de l'époque, mais qui déborde déjà dans le monde de l'âme, plongeant le spectateur dans un monde de contrastes et de symboles. À la fin du film, Marcello abandonne le journalisme, corrompu par les paparazzi, un mot inventé par le film, mais c'est pour se complaire dans les relations publiques, ce qui le rend encore plus cynique, cruel et agressif. La fête finale qui clôt le film est si sordide et si triste qu'elle annonce le Casanova de Fellini de 1976, sans doute sa déconstruction la plus impitoyable de la sexualité masculine. Dans 8 et demi... Casanova, ça a l'air particulier aussi. En fait, on dirait que c'est un film sur la fin de l'Ancien Régime et sur la cruauté des aristocrates. Un journaliste demande à Guido « Êtes-vous pour ou contre la sexualité ?» Tous les spectateurs de Fellini se posent nécessairement la question, tant celle-ci est à la fois omniprésente et inquiétante, mais plus anxiogène que joyeuse, toujours multiple, insaisissable, contradictoire, ambivalente. Il y a un étonnant parallélisme entre les parcours de Federico Fellini et de Pier Paolo Pasolini, malgré leur brouille au début des années 60. Toute sa vie, Pasolini gardera une distance critique vis-à-vis du travail de celui qui avait été son frère pendant quelques années. Il danse, commente son personnage joué par Orson Welles dans La Ricotta. Mais les deux cinéastes continueront à se parler à travers leurs films. Et tout aussi accueillants face au monde nouveau proposé par la jeunesse dans les années 60, ils l'attaqueront violemment dans les années 70. Ils se rendront compte, comme l'explique Pasolini, que l'appel à la jouissance individuelle allait devenir un des instruments principaux du fascisme à venir. Ah, merci de effectivement le constater. Le sexe est aujourd'hui la satisfaction d'une obligation sociale, écrira Pasolini, et pas un plaisir contre les obligations sociales. A proposito di quello che Freud chiama la libido, diciamo le debolezze della carne. Io se vedo una bella ragazza, il cattivo pensiero italiano ce lo fa. Pour Pasolini, la lutte pour la liberté les mauvaises pensées de l'italien, sexuelle était alors rendue vaine par la décision du pouvoir de consommation de concéder une vaste tolérance à cet égard, tout en restant impitoyable sur la question de la domination économique. Et la réalité des corps ne pouvait pas ressortir indemne de cette situation. Les vies sexuelles privées subissaient alors le trauma de la fausse tolérance, menant toujours, d'après le cinéaste, ce qui était beauté et joie, à la déception suicidaire. Fellini n'aura jamais une lecture aussi directement politique de l'évolution de la représentation de la sexualité dans les années 70. Mais ce qu'il a à montrer, plus directement en relation avec sa propre expérience, sera en étonnante connexion avec l'analyse de son ancien frère. Salo et le Casanova de Fellini sortiront respectivement en 1975 et 1976. Ah, je savais pas que les deux films se répondaient. Parce que moi, Salo, je l'ai vu. Je l'ai vu un peu tôt dans ma vie, je l'ai vu à 16 ans.
Je sais pas, en fait quand j'étais jeune, c'est mon côté un peu feld-up, je voulais voir des trucs qui me traumatisent. Et ce sont deux films sur les impasses de la recherche du plaisir à tout prix et l'aliénation par le sexe. En même temps, c'est la faute de ma faute de français. C'est la faute de ma prof de français. En cours, elle nous a dit « Ah, il existe un film très trash qui s'appelle Salaud. N'allez pas le voir, les enfants. » On a été plusieurs dans la classe à aller le voir, quoi. Bon, bref. Le cinéma de Fellini, comme celui de Pasolini, se situe à la césure de deux représentations du plaisir. Une représentation émancipatrice, exploration des fantasmes des êtres humains dans un but de connaissance d'eux-mêmes, et une représentation instrumentalisée pour des visées directement commerciales et politiques. Si le cinéma est en crise, et si Fellini et Pasolini sont en première ligne, c'est parce que l'image filmée, et particulièrement celle du plaisir, va devenir l'arme centrale du pouvoir. Attendez, mais moi ça me fait banner maintenant, parce que maintenant que je suis une streameuse, je suis comme ma prof en fait. Je suis là, je suis devant 200 personnes là, et je viens de dire n'allez pas voir ce film. Vous allez le voir, il y a des gens qui vont le voir à cause de moi. Non mais en vrai, vous êtes des adultes, globalement la moyenne d'âge c'est 18-25 ans. Allez le voir à vos risques et périls hein, si vous allez voir ce genre de film. Hein. Mais voilà quoi, ça mange du caca. Et ça fait des orgies de sang. Voilà. si vous voulez un peu des détails, voilà, ça donne envie de vomir un peu. Sens de même, et une représentation instrumentalisée pour des visées directement commerciales et politiques. Si le cinéma est en crise, et si Fellini et Pasolini sont en première ligne, c'est parce que l'image filmée, et particulièrement celle du plaisir, va devenir l'arme centrale du pouvoir, celui de la télévision. Ah bah ouais, le nombre de pubs avec des meufs là. Sa conséquence politique porte un nom italien, Silvio Berlusconi. Il y a un mois, sortait le film de Fellini, Ginger et Fred. Dans 48 heures, démarrage de la 5e chaîne. 2 raisons suffisantes pour écouter le maestro, préciser les rapports du cinéma e della televisione. La televisione ha creato un rapporto diverso tra lo spettatore e l'immagine. Non è più quel rapporto così intimidito, suggestionato, fiducioso, esaltato che il grande schermo. È un'immagine completamente diversa, un'immagine schizofrenica, psichedelica, nevrotica, coriandolizzata, frantumizzata, è una specie di caleidoscopio, di solletico all'occhio che a... Moi je trouve que oui, la télé ça a créé un truc... Mais en fait, une fois qu'une génération grandit là-dedans et s'y habitue et arrive à voir toute la subtilité de ce monde-là, elle arrive à développer des choses intéressantes. Moi je le vois comme ça quoi. Il y a un truc qui, pour les vieux, débarque et ils se disent oh, ça pervertit l'art. Et puis en fait, ce truc-là, il y a des nouvelles générations qui grandissent dedans et qui arrivent à en faire un truc très subtil. Et globalement, c'est... Voilà quoi. Franchement, quand je vois l'esthétique de certains zoomers et le fait que ça soit tellement matrixé par la publicité, par la pop et machin, et que bah, même l'hyper-pop, en fait, même le concept d'hyper-pop, le côté post-ironique de l'hyper-pop... Mais c'est magnifique en fait, on revient à l'art en fait, on fait une boucle. Et on devient une génération qui s'habitue et qui arrive à trouver de l'art dans ce type de médias. Lungo andare, dopo tanto tempo, ha creato un tipo di spettatore impaziente. Cela a été maintes fois raconté. Berlusconi sera une obsession de Fellini. C'est le fantôme qui hante Ginger et Fred, un de ses derniers films, dans lequel 2 anciennes stars du music hall, jouées par Marcello Mastroianni et Giulietta Massina, se retrouvent pour une émission de télévision. À cette époque, Berlusconi n'est pas encore un homme politique, mais il possède déjà les chaînes de télévision Canal 5, Italia 1. Ah, Berlusconi, c'était un genre de Bolloré. Rete 4, il a commencé à modifier en profondeur la psyché collective du pays. Qu'est-ce qu'il fait? Une façon qui influencera... Waouh. Ok. Évidemment ici... J'ai jamais vu ça, moi. Les hommes politiques, à partir de Nicolas Sarkozy, à travers une modalité du pouvoir dans laquelle la vulgarité n'est plus un handicap, mais un avantage. C'est la rencontre de la variété et de la violence d'État. Ah non, tu salis, casse-toi là. Ginger et Fred est écrit alors que Fellini est au milieu d'une bataille juridique contre Berlusconi, concernant l'interruption de ses films sur le petit écran par des spots de publicité. Le film évoque la figure ténébreuse du cavalier Fulvio Lombardoni. Ce mec était si sombre. Oh ouais, bah, il y en a beaucoup des gens sombres dans la télé, hein, globalement. Quand on voit le nombre de condamnations qui sortent là... Une référence au Cavaliere, le surnom de Berlusconi. Mais au-delà de son cas particulier, c'est la... Et encore, il y en a un qui est trop impuni et ça me frustre, c'est Hanouna. Hein. Il y a eu un complément d'enquête sur lui, on dirait que ça ose pas tout dire non plus, quoi.
On n'arrive pas encore à se faire la peau de ce gars. Hein. C'est. Oui, Coé, bah oui, Coé. Le film évoque la figure ténébreuse du cavalier Fulvio Lombardoni, une référence au Cavaliere, le surnom de Berlusconi. Mais au-delà de son cas particulier, c'est la façon dont la télévision est en train de reconfigurer les esprits qui obsède Fellini. Certamente, io sono un cineasta che sono nato e concepisco il cinema in un certo modo, vedo che devo tener conto di un pubblico che non conosco, devo raccontare le mie storie, esprimere le mie fantasie, quel poco che penso del mondo, i miei scarsi pensieri, devo esprimerli con un linguaggio che tenga conto delle esigenze così da insetti di questo nuovo pubblico frenetico e impaziente. Non dirò... Ah ouais, en mode il est frustré parce que là où il faisait du cinéma un peu suggestif, qui prend son temps, maintenant il est en train de dire mais je vais perdre les nouveaux auditeurs qui dans les salles veulent de l'action, qui veulent le nouveau Tarantino et compagnie. On a dit... Je suis d'accord, mais j'ai presque envie de dire que bah faut vivre avec son temps un peu. Et c'est pour ça que quand on est vieux, on vit un peu moins avec son temps. Mais ouais, est-ce qu'on a perdu quelque chose? Je pense que YouTube aujourd'hui, ça crée le contrepoids. On a de la chance d'avoir YouTube. C'est-à-dire que si on a un énième Fast and Furious en mode on se le mate entre potes en mangeant une pizza, bah à côté on a des trucs d'autistes, backroom et compagnie, voilà quoi. Moi je trouve ça bien. Le spectateur a un langage balbutiant, octant, la suspension de l'activité mentale, dira Fellini, à cette petite ischémie de l'attention qui finiront par faire de lui un crétin impatient, incapable de concentration, de réflexion, de continuité mentale, d'anticipation, et aussi de ce sens de la musicalité, de l'harmonie, de l'eurythmie qui accompagne tout ce qui raconte. L'eurythmie, c'est un concept de... L'eurythmie, c'est un concept de... C'est la secte là, je sais plus comment ça s'appelle. Il voit les gens comme des insectes super. Bah non, mais je vois ce qu'il veut dire, tu vois, le côté frénétique. Moi, désolé, mais j'ai pas TikTok. Et quand je vois des gens sur TikTok scroller, je vois un peu le côté insecte. Hein. Je suis déjà un peu boomeuse sur TikTok. Hein. Même si je kiffe la plateforme, je trouve que c'est trop utile et tout. Par contre, le côté un peu négatif, c'est que je vois à quel point ça rend encore plus, les gens encore plus impatients alors qu'il était déjà pas mal. Tu vois. Oui, anthroposophie, ouais. Eurythmie. Mais, je sais pas, j'ai eu l'impression que c'était un clin d'œil à l'anthroposophie. Un crétin impatient, incapable de concentration, de réflexion. Ouais, moi je comprends le somme. Je comprends ce somme, mais j'ai toujours ce truc de faut vivre avec son temps aussi, quoi. Moi, regardez, j'ai 26 ans. Non, j'ai 27 ans maintenant. Je vais pas commencer à m'aliéner TikTok alors que ma génération est là-dessus, quoi. Juste parce que des fois, je trouve que ça rend les gens impatients. À côté, je vois à quel point ça développe des choses, ça crée des opportunités. Il y a des gens qui font de l'art, des trucs... c'est incroyable aussi. C'est aussi incroyable, quoi. Faut pas être bête, quoi. Tu penses, bref. La destruction de toute syntaxe articulée aura comme unique résultat de créer un vaste... Et puis de toute façon, ouais. En fait, moi je dirais que sa frustration, là, à Fellini, c'est plus que... l'hégémonie de ce type de cinéma soit remplacée par la télévision. Parce que c'était des stars à l'époque. Hein. Mais nous, on a pareil chez nous avec la nouvelle vague et compagnie, quoi. La télé, le divertissement et l'arrivée des trucs américains qui sortent à la télé constamment, les séries et compagnie, ça a créé une autre demande. Et c'est sûr que maintenant, quand tu montres à des lycéens des films de la nouvelle vague, ils ont envie de se suicider. Oui. Mais du coup, est-ce que c'est pas une question d'hégémonie ? Et pas forcément une question de crétin et de... Voilà. Moi, j'ai l'impression que la frustration, elle est plus là-dessus. Ça peut être une frustration valable si on estime qu'il faut éduquer le public à l'art. Je pense que c'est bien d'avoir une génération éduquée à l'art et ça la rend un peu moins bête, hein, c'est sûr. Mais en même temps, pourquoi ça serait eux les détenteurs de l'art légitime ? Pourquoi ça serait ce type de cinéma qui serait l'art légitime ? Voilà, je pose toujours la question, quoi. De public d'analphabètes. L'évolution du cinéma dans les années 60 et 70 est parallèle à celle de la bande dessinée, et cela n'est pas le fait du hasard. Les deux médiums ont alors moins d'un siècle, et tous deux sont en première ligne face à l'utilisation massive de l'image, instrumentalisée pour un usage commercial, publicitaire ou politique. À cette instrumentalisation, les cinéastes et les dessinateurs de bande dessinée vont répondre par une plongée en profondeur dans l'imagination créatrice.
La bande dessinée jusqu'aux années 70... Il y a eu Lou Bapo et tout ça en plus. Répondait globalement à des impératifs narratifs. Ouais. C'était un récit avec des images et du texte. Et un récit, c'est quelque chose qui commence et qui finit. Bien sûr, dès le début, Winsor McCay avec Little Nemo ou George Herriman dans Crazy Cat avaient détourné... C'est bien, il parle un peu d'histoire de la bande dessinée, ça me plaît ça. La narration du séquencier dans la grande forme représentée par la page, instaurant une relation de simultanéité entre le temps chronologique de la narration et la temporalité de l'image. Mais c'est surtout à partir de Moebius, au début des années 70, que la bande dessinée va s'affranchir de son socle narratif pour voyager autrement dans le tracé de l'image. Oui. On voit ça dans La Déviation, par exemple, un récit de vacances du dessinateur et de sa femme qui se transforme en exploration psychodélique et dans lequel Jean-Christophe Menu verra le manifeste de toute la bande dessinée qui vient. Ce n'est plus l'aventure des personnages, dit encore Menu, c'est l'aventure de l'aventure en train de se faire, celle du trait, celle de l'inconscient de l'auteur, celle du langage en train de s'inventer. Ouais. Moebius, moi j'ai envie de faire des BD comme ça, c'est sûr. Hein. C'est un voyant qui laisse sa plume voir à sa place. Moebius ne réfléchit pas à ce qu'il va dessiner, c'est ce qu'il dessine qui se révèle à lui et à nous. Oui, bon, ça c'est un peu bandeur quand même. Hein. C'est un peu critique de bande dessinée bandeur. Hein. Bien évidemment que Moebius il réfléchit à comment il compose sa planche. Hein. Ce n'est pas surprenant que Fellini ait adoré les bandes dessinées de Moebius, au point de donner son nom à l'herboriste magicien de Casanova, au point de lui écrire en 1979, en plein milieu du tournage de La Cité des Femmes, simplement pour lui parler de l'éclairage de ses dessins, et lui avouer qu'il a toujours simultanément l'impression qu'il doit commencer à tourner et qu'il a fini depuis bien longtemps. Je vis, écrit Fellini à Moebius, comme si j'étais suspendu en apesanteur dans un de vos univers obliques. Avec Moebius et Fellini, la bande dessinée et le cinéma épousent alors une manière de penser qui ne s'arrête pas au développement d'un processus narratif ouvert par un début et fermé par une fin. Pas plus que Moebius ne commence ou ne finit une histoire en bande dessinée, Fellini ne commence ou ne finit un film. Il s'en tient à un usage rigoureux et nouveau de la confusion, parce que cette confusion, c'est la vie. Oui. À la fois libéré de la narration et hors des musées ou des galeries, la puissance visionnaire de l'image se déploie à partir du milieu des années 70, majoritairement dans la presse. Les initiateurs de cette révolution de l'image, qui se déploie dans l'imprimé et pousse à ses limites la représentation, ce sera le collectif Bazooka dès 1975. Que je connais pas ça. Leur univers visuel, terrible et magnifique, se déploie précisément au moment où l'image est utilisée pour un usage commercial et politique, illustratif et idéologique. Ce n'est pas clair, écrit Delphine de Thon dès la deuxième moitié des années 70 au sujet de Bazooka. On n'y comprend rien. Ce n'est pas pour comprendre, c'est pour qu'on sente. C'est un objet dont on ne se lasse pas de tourner les pages. Vous n'avez jamais vu des pages comme celle-ci. Que ce soit Pascal Doury, Placide, Museau, Captain Caverne ou Kilofer. Après c'est incroyable, hein. C'est beau. Hein. Les plus grands artistes de l'image depuis la fin des années 70 vont se retrouver, comme les cinéastes, hors de toute structure prédéfinie. Ils vont se retrouver dans une recherche imaginative incessante qui se confond avec un principe de vie. Ainsi, Olivia Clavel, grande lectrice de Jung, ayant débuté au sein du collectif Bazooka. Dans les bandes dessinées d'Olivia Clavel, son personnage Télé voyage dans le monde des morts tel un nouvel Orphée. À partir du Télé au royaume des ombres, jamais vu. Passage d'Olivia Clavel à la peinture, il n'a plus été question de fantômes, mais de circulation entre ce monde et l'autre. Okay. Le regardeur s'envole, devient une onde ou une âme. Autour de lui, toute la nature se met à danser. Les feuilles des arbres vibrent de plaisir et les fleurs chantent. Tout est vivant. On dirait les dessins que je faisais au collège. Plus nous observons les tableaux d'Olivia Clavel... Non, mais pas au sens péjoratif, mais au collège, je faisais plein de fresques comme ça. Plus nous apprenons à voir. Et plus nous apprenons à voir, plus nous découvrons que ce que nous distinguons artificiellement, comme le réalisme et l'imaginaire, le profane et le sacré, ne sont séparés que par l'impuissance de notre esprit à saisir à chaque moment le plan total dans lequel s'inscrit tout ce qui arrive. Rien n'est jamais séparé. Ce qui est vrai pour la bande dessinée et la peinture est vrai pour le cinéma également. À partir de 8,5, les plus grands artistes de cinéma depuis la fin des années 70 vont se retrouver comme les dessinateurs, hors de toute structure prédéfinie, dans une recherche imaginative incessante, faisant sauter toutes les limites initialement imposées à la narration, à travers un usage du cinéma qui se confond avec un principe de vie. Chez Rainer Werner Fassbinder, par exemple, cela passe, comme dans l'année de 13 lunes, par la représentation non de la vie d'un personnage, en l'occurrence Elvira, mais de sa réalité psychique, perçue comme un monde virtuel dans lequel elle évolue.
Comme Fassbinder l'écrit dans le synopsis du film, le monde dans lequel Elvira se trouve n'est que la maquette d'un monde supérieur où on teste des réactions au moyen d'êtres vivants apparemment véritables. Le lien avec Fellini se nourrit... Oh là, ça devient un deep machin là. Et nous reparle des gnostiques, c'est ça là? Dans son utilisation de la musique de Nino Rota pour Amarcord dans la bande originale du film. Fellini était pour Fassbinder avec Jacques Rivette, un de ses 2 collègues cinéastes qui ne filment qu'avec leur génie. Chez David Lynch, que l'on voit également siffler le thème d'Amarcord dans une séquence de Twin Peaks, et qui a réalisé une collection de lithographies inspirées de 8,5, cela passe par une confiance sans borne dans l'inspiration et les visions reçues, quitte à ce que celles-ci lui échappent comme elles peuvent échapper aux spectateurs. De tous les réalisateurs qui ont revendiqué son influence, c'est Bertrand Mandico qui est sans doute le plus proche de Federico Fellini aujourd'hui. Non mais finalement, même là, si on rentre dans un côté un peu bandeur et tout ça, c'est hyper intéressant de voir que 8,5 de Fellini a été le début d'une lignée de films où on a un personnage et on suit son histoire, un peu comme Bergman, hein, peut-être les gens ont plus la référence avec ça, où on suit son histoire et en fait on est pris dans ses fantasmes et dans ses pensées, dans ses souvenirs et on sait pas trop où on est. Et en fait on est plus dans un mood. Et du coup ce qu'il est en train de nous dire c'est que dans la BD ou dans la peinture on retrouve un peu ces choses-là et on peut les comparer. C'est-à-dire que c'est pas un truc qu'on comprend mais c'est une impression que ça nous fait. Mais ouais. Mais le seul désaccord que j'ai un peu c'est que vis-à-vis de la télé, est-ce que l'art légitime c'est forcément cet art-là? Je pense que si tu veux faire une bonne BD, il faut quand même un bon scénario et il faut avoir un peu de ça. Moi, c'est ça mon idée. Mais c'est aussi parce que j'aime bien les mangas, voilà. Genre, tu me ferais un manga où je comprends rien, ça me saoulerait en fait. Par contre, tu fais un manga où tu me fais une bonne histoire et en plus c'est complètement bandeur, bah Berserk en fait. Tu prends Berserk, il y a une histoire, mais il y a des moments où tu comprends rien. Quand Griffith il est en train de se transformer et que tu as des scènes de labyrinthe et de machin truc, et l'éclipse tu comprends rien, c'est des symboliques chelous. C'est magnifique, t'es perdu et en même temps t'es perdu et à un moment l'histoire elle vient te chercher, elle te reprend et elle te sort de ça. C'est littéralement la figure du cavalier squelette, c'est ça. C'est-à-dire que d'un coup le personnage là, Guts, il est complètement perdu dans cette abstraction cruelle et d'un coup il y a un putain de chevalier qui vient et qui lui dit allez vas-y. Retour au scénario, retour à la réalité. Voilà. Comme celui de Fellini, le cinéma de Bertrand... Berserk, le gars savait pas trop où il allait. Au début, il savait pas, même au bout d'un moment, il savait où il allait quand même. Mandico est une exploration illimitée de sa propre psyché. Mais celle-ci s'oppose, usage contre usage, aux représentations politiques de son temps, visibles dans tous ses films, et plus particulièrement son dernier long métrage, Conan, en salle au moment où cette chronique est mise en ligne. Allez le voir. Parabole lyrique et sanglante sur la barbarie, à travers les temps mythiques, historiques et futurs, passant par des images de l'Europe détruite, le film raconte le récit d'un personnage incarnant la puissance. Allez le voir cette semaine. Ah ouais, c'est bien ça. Moi j'aime bien les films un peu comme ça, bandeur là. Ok. Conan, joué par plusieurs femmes successives se tuant l'une après l'autre. Je la voyais pas comme ça. J'avoue que j'ai une amie que j'ai envie d'emmener au cinéma là, je lui ai dit que je lui payerais la séance. D'ailleurs faites des subs là. C'est vrai ça. Bon, je vous dirai à la fin de la vidéo, promis. Mais comme ça, je paye le cinéma. Je vais venir. Oui, c'est vrai que ça a l'air... Je n'avais pas vu le temps passer. La petite chenille. Très lesbien ce film. Devenez papillon. Perpétrant un récit de réussite despotique et romantique qui culmine dans une vision de la barbarie ultime. Après celle macroscopique des dictateurs, celle microscopique des artistes contemporains, dévorés par une passion qui se substitue à toutes les autres, l'égocentrisme, matrice de toutes les concurrences et de toutes les injustices. Ah, c'est pour ça que l'art contemporain, c'est de la merde. Hein. Conan, en globalité, c'est mon avis. Est accompagné par un chien de l'enfer, Rainer, dans lequel on peut reconnaître un fantôme de Fassbinder, le Virgile de Mandico. Il faut payer. Fichons la paix plus tard. Il faut payer. Bon, de toute façon, vous me paraissez à point. Et dans son voyage dans le monde des esprits... C'est vrai que ça a l'air grave chelou. Conan croise une petite fille au ballon, une image de la mort venue directement du cinéma thriller. Encore un film woke là, avec des lesbiennes qui s'enculent, c'est ça? Moi je veux aller au cinéma là, moi je veux voir des bons films avec des cow-boys là,
qui à la fin il pécho la femme là. C'est quoi ça? Moi j'ai été voir Conan. Moi je pensais que c'était la BD avec le mec avec des muscles et tout. J'ai vu des lesbiennes se galocher et se rentrer des épées dans le ventre. Je comprends pas, c'est quoi ça? Allez le voir! Les films libèrent la tête, disait Fassbinder. On ne s'oppose pas à un monde en utilisant son discours, ses images, sa forme. On s'y oppose en lui échappant à tout prix, en inventant un monde qui n'existe pas encore, en rêvant une forme qui échappe aux stéréotypes. On se libère d'un monde par l'imagination du suivant. L'imagination contre le pouvoir, c'est ça la fin du film. Cette fin n'est pas celle d'une utopie rêveuse, complaisante et impuissante. C'est celle d'une puissance métaphysique qui dépasse le pouvoir. Une vision qui change la vie et transforme le monde. Okay. À partir de 8,5, le cinéma assume sa fonction prophétique, s'oppose à l'instrumentalisation de l'image par le pouvoir et simultanément trace les parcours parallèles de l'âme dans l'autre monde comme dans celui-ci. Plus l'autre monde se fait visible, plus... Pas comme dans Bandermack, j'en rêve la nuit. Ce serait tout à fait possible. Hein. Celui-ci devient... En plus, il connaît déjà la chaîne de Wendo et Suzuka. Hein. Et un jour, ils ont envie de l'inviter, en vrai. Lisible, plus l'autre monde est nourri de nos visions, plus celui-ci est habitable, plus nous arrivons à exprimer clairement les productions de notre inconscient, plus nous facilitons la circulation entre les mondes et accélérons la venue d'un nouveau temps. L'imagination libère la vie. Merci d'avoir vu cet épisode de la fin du film et rendez-vous dans un mois pour le suivant. Dans celui-ci, nous parlerons de Solaris. L'ADA est quand même très bonne, hein. Je suis en train de me dire ça là, avec la musique et avec le fond. L'ADA est quand même très bonne. Hein. Andrei Tarkovsky. Bon, même si des fois, voilà quoi. Maintenant que je sais qu'il y a un prompteur, quand je regarde ses yeux, il y a moins de magie quoi. Je me dis ah ouais, je vois qu'il est en train de lire son prompteur. Mais oui, quel plaisir. Hein. Bon, mais comme à chaque fois sur ce format, à la fin ça bande fort et je suis un peu perdu quoi. Si vous avez aimé cette exégèse, pourquoi tu dis femme l'étard? Imaginatif contre le pouvoir. C'est bon, t'es allé à la muscu là, t'as repris la muscu, c'est... Critique, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à Blast. Ne laissez pas les hommes manger à nouveau la montagne. À la prochaine fois. Let's go. Merci vieux man pour ce moment de bandaison. Toujours un plaisir, hein. Moi en fait j'aime bien, c'est que là on parlait des œuvres qui nous font quelque chose, de la magie et tout ça, c'est que même... Moi, sa vidéo, même si à la fin, ça commence à partir dans tous les sens et tout, en fait, j'apprécie le truc et juste d'entendre cette petite musique à la fin et lui qui dit au revoir, à bientôt, je suis contente, en fait. En fait, c'est comme quand tu vas dans une expo. En fait, ce type de format, c'est comme aller à une expo. Soit tu t'es renseigné un peu sur l'artiste et tu comprends quelque chose, mais au bout d'un moment, tu comprends plus grand-chose. Soit tu t'es renseigné sur rien du tout et globalement, tu passes... Et t'as vu un truc et t'es en mode ok, bah j'ai fait une expo. C'est sympa. Voilà, c'est le feeling que j'ai un peu, mais j'aime bien. Pardon, j'ai vu trop de meetings LV aujourd'hui. Mais pourquoi tu t'es infligé ça? C'est vrai que t'as monté vite, hein, t'as monté vite la vidéo là. Ça m'étonne. En mode c'était une priorité de sortir un best-of d'Agneras sur le fait que ça twerk chez les écolos. Bref. On va la défendre la montagne. Oui, c'est pareil, c'est frais mais lourd, pas indigeste. Oui, bah c'est aussi parce que je fais le react. Moi, je sais que ce format, il a beaucoup moins de succès. Regardez, la vidéo est sortie il y a un jour, elle fait 36K vues. Quand il sort un autre type de format, il fait 100 000 vues en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien me mater les films. Là, pour le coup, j'ai maté un peu des trucs sur Jung, histoire d'avoir l'esprit frais, de pouvoir vous en parler. Et comme ça fait un react de qualité, enfin, j'imagine. Ça s'appelle l'actualité, mon fait. Tu m'énerves, l'étard. Et tu retiens 2 tiers des trucs qui t'ont marqué et que t'as aimé. Ouais. Mais c'est pour ça j'aime bien. Moi j'aime bien mater ces vidéos-là parce que c'est exigeant. C'est un contenu exigeant. Et ça me fixe une exigence. En fait, je vous jure, un des plaisirs que j'ai en stream, c'est quand d'un coup il se passe un truc dans l'actu où ça demande d'être exigeant. Et en très peu de temps, je vais assimiler beaucoup de choses. Alors sur des périodes de temps très courtes. Hein. Et par exemple, là, pour préparer ce stream, bah, j'ai passé 6 heures. 2 heures à regarder le film. 1 heure à m'intéresser à Fellini, à peu près. J'ai maté un truc d'Arte sur Fellini. Et ensuite, j'ai maté un truc sur Jung. Mais du coup, voilà, en 6 heures, j'arrive, j'ai l'esprit frais, j'essaie de dire des trucs, quoi. J'aime trop ça. Merci, équipier polyvalent, pour les 4 subs.
J'aime trop ça. C'est le truc que je préfère dans ma routine de streameuse, c'est ça. C'est de me dire, ok, allez, là je fais un truc, je taffe sur tel sujet, j'essaye d'en parler. Alors j'en parle pas de... Je sais pas, du coup il y a un peu un côté touche à tout, quoi. C'est-à-dire que je dis pas des choses hyper précises, mais j'essaye. Je fais de la vulgaire un peu. T'as les meilleurs streams de nuit du pays.